Mendham, New Jersey, automne 1987. À 65 km des lumières nerveuses de Manhattan, il existe une terre où le luxe ne se contente pas de briller. Il surveille, derrière des grilles en fer forgé qui semblent repousser le monde et des arbres séculaires qui gardent leurs secrets, une structure futuriste de verre et de béton se dresse comme un disque volant échoué dans le silence. On l'appelait un refuge. Mais les refuges ne réclament pas 40 000 $ par mois pour vous laisser le droit de respirer. Qui a réellement payé pour ce rêve de verre? La célébrité achète-t-elle la liberté ou se contente-t-elle de construire une prison plus sophistiquée, plus lisse, plus froide? Aujourd'hui, les murs de la demeure de Whitney Houston vont nous révéler le prix que personne ne voit lorsque la musique s'arrête. C'est le poids de l'histoire, le récit d'un sanctuaire bâti pour une reine qui allait finir par y être assiégée par ses propres démons. Préparez-vous à entrer dans la demeure qui a dévoré Whitney Houston, au-delà des grilles, dissimulée au bout d'une route sinueuse où chaque boîte aux lettres transpire l'argent vieux. La propriété surgit comme une insulte à la tradition coloniale environnante. Aucune colonne classique, aucune façade en briques polies par le temps. Ici, tout est courbe de verre, béton brut et acier chirurgical. Une architecture circulaire qui, vue du ciel, semble avoir été dessinée pour éradiquer les angles morts. C'est une règle de survie simple. Les angles servent à cacher des choses, et ici, il n'y a nulle part où se dissimuler. 1200 mètres carrés d'arrogance architecturale, 5 chambres, 6 salles de bain et 13 puits de lumière qui découpent le plafond comme autant de pupilles dilatées observant chaque geste de l'habitante. La beauté est là, tranchante, mais la beauté n'est que l'emballage de ceux qui s'apprêtent à vous consommer. Décembre 1987. Whitney Elizabeth Houston appose sa signature au bas des contrats de vente. Elle a 24 ans. Elle possède déjà 2 albums qui ont mis la planète à genoux. Son premier opus, lancé en 1985, s'est écoulé à 25 millions d'exemplaires. Le second, sobrement intitulé Whitney, vient d'entrer directement à la première place, forçant l'industrie entière à courber l'échine devant la première femme à débuter au sommet du Billboard 200. Les récompenses s'accumulent, les contrats publicitaires pleuvent, les chèques semblent ne jamais devoir s'arrêter. Pourtant, lorsqu'elle s'offre cette forteresse pour 2 700 000 $, le monde ne voit qu'un trophée. Personne ne voit la machine. Car cette maison n'était pas une adresse, c'était un écosystème entier, une bête affamée qui exigeait d'être nourrie chaque jour, et personne ne s'est assis avec cette jeune femme de Newark pour lui expliquer l'appétit insatiable d'un tel domaine. De l'extérieur, le projet est une déclaration de guerre au banal. Je suis arrivé. Le toit plat, ponctué de dômes de verre, inonde l'intérieur d'une lumière crue pendant la journée, ne laissant aucune place à l'ombre. Les murs de verre reflètent la forêt environnante, créant l'illusion que la maison est camouflée dans son propre luxe. Mais le verre et le béton ne sont pas qu'une question d'esthétique. Le verre est un coût, le béton est un fardeau. Le futur, lorsqu'il devient une structure habitable, réclame des intérêts usuriers. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ces sourires de façade et ces murs transparents, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette ascension vers l'abîme. Dès le seuil franchi, on comprend l'ampleur du piège. Ce n'est pas une maison aux dimensions de manoir. C'est un décor conçu pour un demain qui n'existe déjà plus. Le hall est circulaire. Le marbre dessine des motifs géométriques d'une élégance clinique presque glaciale. Et il y a ce détail que personne n'avait anticipé, mais qui allait devenir le plus cruel des miroirs pour une voix comme celle de Whitney, l'acoustique. Les courbes renvoient le son avec une précision surnaturelle. Elle pouvait se tenir au centre de ce hall et chanter, et le son lui revenait comme si la maison elle-même lui répondait. C'est le rêve de tout artiste. Une demeure qui vous applaudit, qui vous enveloppe, qui devient peu à peu le seul endroit où vous croyez encore contrôler votre propre vie. À gauche, le salon principal impose son volume. Des plafonds vertigineux, des poutres apparentes, une cheminée de pierre s'élevant sur 2 étages et ses fenêtres, immenses, allant du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les bois sombres du New Jersey. C'est ici, dit-on, qu'elle a célébré des Noëls fastueux au début des années 90, entourée d'une cour qui se servait largement dans sa générosité. Des années plus tard, des caméras envahiraient ce même espace pour transformer son intimité en un spectacle de foire,
Un voyeurisme global sur sa déchéance. Ce qui avait été imaginé comme un sanctuaire allait devenir la vitrine de son naufrage. C'est là la première malédiction d'un tel palais. Une maison trop vaste ne garde pas le silence. Elle l'amplifie jusqu'à ce qu'il devienne assourdissant. Même la salle à manger formelle obéit à cette géométrie impitoyable. La table suit le cercle de la pièce, comme si l'architecture insistait pour que personne ne puisse se réfugier dans un coin pour reprendre son souffle. Tout reste exposé. Whitney aurait confié lors d'une interview, d'une voix qui trahissait déjà une certaine fatigue, que cette maison ne permettait aucun secret. Elle ne se doutait pas encore que ces secrets allaient finir par imbiber chaque pore du béton, et que la transparence de ses fenêtres finirait par devenir sa plus grande source de terreur. Car derrière le verre, le monde attendait, tandis qu'à l'intérieur, les murs commençaient à murmurer le prix réel de sa gloire. Cette phrase a l'élégance des jours de gloire, mais elle prend une résonance funèbre quand le sommet commence à se dérober sous vos pieds. Car les secrets ne s'évaporent pas lorsqu'il n'y a pas de coin pour les cacher. Ils s'étalent. La cuisine, summum de la modernité en 1987, n'est déjà plus qu'un vestige encombrant à l'aube des années 2000. Whitney tente désespérément d'ajuster le présent à ce futur déjà démodé. Elle rénove une fois, 2 fois, 10 fois. On casse le marbre. On remplace l'inox. On change les luminaires, comme si chaque modification était une promesse de rédemption. Un pacte signé avec le destin pour recommencer à zéro. Mais une rénovation n'efface jamais ce qui a déjà franchi le seuil. Elle ne fait que rendre plus coûteux l'entretien de ce qui est déjà brisé à l'intérieur. Au 2e étage, l'intimité est un concept qui s'essouffle. La suite principale occupe une aile entière, avec un dressing plus vaste que la plupart des appartements chics de Manhattan. La salle de bain de marbre est un temple de vapeur, d'hydromassage et de balcons privés. Mais les autres chambres, initialement prévues pour des invités de marque, finissent par accueillir une routine que Whitney n'avait jamais inscrite sur ses contrats. Le personnel, les gardes du corps, les assistants de l'ombre, les parents qui s'installent et ne partent plus, les amis d'amis, une présence constante, des regards tapis dans chaque couloir, un bruit de fond permanent qui interdit le repos. Et puis, il y a ces 13 puits de lumière. Le jour, ils sont le symbole du prestige, inondant la demeure de clarté. La nuit, ils se transmutent. Dans une maison de plus de 1000 mètres carrés, quand le silence retombe enfin, ces ouvertures ne sont plus des sources de lumière, mais des yeux noirs qui scrutent le vide. La piscine, immense et chauffée à grands frais pour défier le climat impitoyable du New Jersey, les jacuzzis, le pool house, des systèmes mécaniques qui ne dorment jamais. La vérité finit par s'imposer quand on regarde ce qui soutient réellement le spectacle. Une électricité digne d'un petit hôpital, une climatisation par zone, une ventilation motorisée pour les dômes de verre, une surveillance périmétrale, des alarmes sensibles au moindre souffle, un système audio omniprésent et, plus tard, un studio d'enregistrement complet. Ce manoir n'est plus un foyer, c'est une machine. Et les machines ont un talent unique. Elles se moquent de savoir qui vous êtes. Elles n'exigent que du carburant. Whitney est née à Newark le 9 août 1963. Elle a grandi entre deux mondes. La rigueur de l'église, la ferveur du gospel et l'appel magnétique des nuits de Manhattan. Son enfance ne fut pas un conte de fées protégé par des jardins à la française. C'était une vie à l'étroit, bruyante, marquée par les factures et le manque d'espace. Pour une femme issue de ce monde, l'argent n'est pas qu'un chiffre. C'est un bouton d'éjection. C'est la chance de bâtir un univers où personne ne donne d'ordre, où l'on peut marcher pieds nus sur du marbre chauffant et chanter à 3 heures du matin sans que personne ne tape au mur. Elle pensait acheter la sécurité. Mais la sécurité achetée arrive toujours avec une clause cachée en bas du contrat. Elle nécessite un entretien. Et l'entretien finit par exiger son dû avec la même rigueur que les anciennes peurs. Whitney a acheté cette maison pour le futur. Le problème est que le futur n'arrive jamais gratuitement. Il arrive sous forme de factures, de travaux, de salaires, d'impôts fonciers, de dépenses qui ne s'arrêtent jamais. Même quand votre voix, elle, commence à s'éteindre. Quand la voix la plus précieuse du monde commence à vaciller, la maison n'apprend pas la compassion.
Elle continue de dévorer. Au moment de signer l'acte de vente, les chiffres paraissaient dérisoires face aux 40 millions de dollars qu'elle avait déjà accumulés. Mais après le passage des impôts, des managers, des avocats, des agents et de l'aide constante à la famille, il ne restait être que 10 à 8 millions réellement disponibles. Acheter une demeure à 7 millions semblait être une décision de gestionnaire prudente. L'erreur ne résidait pas dans l'achat, mais dans ce qui lui était greffé. Cette maison ne coûtait pas 7 millions. Elle coûtait 1 million par an, juste pour avoir le droit d'exister. La plupart des gens voient les manoirs comme des objets inertes, de la brique et du mortier. Celui-ci respirait. 3 systèmes de climatisation indépendants ronronnant jour et nuit, 2 chaudières industrielles au gaz naturel. Un réseau électrique surdimensionné où des centaines d'ampères circulent sans relâche. Durant les mois ordinaires, la facture d'électricité dépassait les 4 000 $. En hiver, elle grimpait à 7 000. Le gaz pouvait atteindre 8 000 $ par mois, l'eau 2 000. Avant même que le premier employé ne touche son salaire, la demeure avait déjà englouti des dizaines de milliers de dollars de ressources pures. La sécurité, elle aussi, est devenue un monstre insatiable. Au début, quelques capteurs et des caméras discrètes suffisaient. Puis, il a fallu ajouter des clôtures, des patrouilles, une surveillance externe permanente. Car au début des années 90, les paparazzis ont fini par trouver l'adresse. Le refuge était officiellement assiégé. Avant de voir comment ce bunker de verre s'est transformé en un théâtre de l'ombre où chaque reflet devenait une menace, abonnez-vous pour comprendre comment le luxe absolu est devenu le linceul de la diva. Les fans ne se contentent plus d'admirer. Ils commencent à traquer. Les grilles de Mendham, autrefois remparts de prestige, deviennent les barreaux d'une cage dorée que des inconnus tentent d'escalader au milieu de la nuit. Whitney ne dort plus. Le silence de la forêt du New Jersey est désormais déchiré par le craquement des branches sous les pas des intrus. Pour retrouver un semblant de calme, elle engage des milices privées. Des hommes armés patrouillent désormais 24 heures sur 24 dans les jardins où elle devrait pouvoir marcher pieds nus. Mais la paix achetée à prix d'or n'est jamais une véritable paix. C'est une trêve armée qui coûte une fortune. En 1988, elle décide que la maison doit devenir une extension de son organe le plus précieux, sa voix. Elle fait installer un système de son intégré qui défie la raison. Des enceintes dissimulées dans chaque recoin, des panneaux de contrôle complexes, des kilomètres de câblage serpentant derrière les murs courbes. Des centaines de milliers de dollars sont engloutis pour qu'elle puisse s'entendre partout, pour que sa propre voix la poursuive d'une pièce à l'autre. C'est une idée magnifique sur le papier, une manière sophistiquée de ne jamais éteindre la lumière de la scène. En réalité, c'est le début d'une obsession où l'on ne peut plus échapper à son propre reflet sonore. La suite principale est dévastée pour être reconstruite selon ses nouveaux caprices. Le minimalisme des origines l'étouffe. Elle veut du bois précieux venu du Brésil pour réchauffer le marbre trop froid, une nouvelle cheminée monumentale, un dressing éclairé comme une vitrine de la place Vendôme. La baignoire est importée d'Italie, une pièce unique en 3 blocs de pierre massive. Chaque décision esthétique cache une facture invisible. Plus de surface à polir, plus de systèmes à alimenter, plus de dépendance envers cette structure qui devient de plus en plus exigeante. Puis vient l'année 1992, l'année du basculement. Whitney épouse Bobby Brown dans les jardins de la propriété. Ce n'est pas un mariage, c'est un couronnement orchestré pour les caméras. Des centaines d'invités, des fleurs rares acheminées par avions entiers, un étalage de richesses qui représente, pour une seule journée, le gain d'une vie entière pour le commun des mortels. Mais la demeure, déjà trop vaste pour une seule femme, doit désormais abriter 2 tempéraments de feu, 2 égos démesurés, 2 mondes qui s'entrechoquent. Bobby n'arrive pas seul. Il traîne avec lui une cohorte de parasites, des cousins éloignés, des amis d'enfance, des profiteurs qui ne travaillent pas, mais consomment avec une ferveur religieuse. Sous l'impulsion de cette nouvelle cour, la maison subit de nouvelles mutations. On installe une salle de jeu, un bar digne d'un club de nuit, une salle de cinéma privée au sous-sol. Des équipements hors de prix qui ne servent presque jamais, mais qu'il faut maintenir en état de marche permanent pour l'illusion du pouvoir. Le luxe ne coûte pas cher à l'achat. Il coûte cher parce qu'il exige d'exister, même quand on ne s'en sert pas. Au milieu des années 90, Whitney refuse de quitter son bunker pour enregistrer.
Elle transforme une partie du sous-sol en studio professionnel. Cabine vocale dernier cri, isolation phonique absolue, console de mixage à 40 canaux, micro de collection. Des sommes astronomiques sont investies pour un lieu qui, ironiquement, restera plongé dans le silence pendant de longs mois de crise. Le jardin, lui aussi, devient un chantier sans fin. Des paysagistes redessinent les collines, plantent des arbres ornementaux et des roseraies qui exigent un système d'irrigation informatisé digne d'un golfe de luxe. Chaque printemps, de nouvelles fleurs. Chaque automne, des tailles millimétrées. Chaque hiver, des protections coûteuses contre le gel. La nature, une fois domestiquée, devient elle aussi une créancière impitoyable. Pendant que le monde contemple les couvertures de magazines et les succès au box-office, la routine à l'intérieur de la villa commence à se déformer. Les disputes éclatent, les nuits s'allongent et des substances font leur entrée. La cocaïne ne prévient pas. Elle n'arrive pas avec un panneau lumineux. Elle entre comme une simple invitée, discrète, avant de s'installer comme la véritable maîtresse de maison. Quand deux personnes consomment ensemble sous le même toit, les barrières s'effondrent. L'argent commence à sortir en liquide, par liasses de 1000, de 5000, de 10 000 dollars. Pas de reçu, pas de comptabilité, juste une évaporation constante. Whitney gagne encore des millions, mais elle les dépense désormais plus vite qu'ils n'entrent. Et la demeure, elle, ne négocie pas. Elle se moque des tournées annulées. Elle se moque des cordes vocales qui s'éraillent sous l'effet des excès. Elle ne connaît que les dates d'échéance. Ce lieu qui devait symboliser la victoire suprême commence à agir comme un compte à rebours géant. Chaque puits de lumière laisse entrer le soleil sur des tapis qui s'usent, chaque mur de verre reflète une forêt qui s'en moque. Tout reste officiellement magnifique, et c'est précisément ce qui rend la situation cruelle. À l'extérieur, rien ne semble avoir changé. À l'intérieur, le coût de la survie a déjà dépassé les revenus de la star. L'effondrement ne survient pas dans un fracas de verre brisé. C'est une érosion, lente, silencieuse, invisible pour le voisinage. À la fin des années 90, les albums se vendent encore, mais le miracle s'estompe. 10 millions de copies ne suffisent plus à alimenter le train de vie d'une femme qui a connu les 25 millions. L'industrie change, le public se lasse, mais le budget de la villa de Mendham reste fixe. Whitney vit toujours comme si elle était au sommet absolu, car admettre le contraire reviendrait à avouer que la fin est proche. Ceux qui ont atteint les cimes trop jeunes ne savent jamais comment descendre les marches. Ils ne connaissent que la fuite en avant, ignorant que chaque pas supplémentaire les rapproche du précipice financier. La demeure continue d'exiger son tribut de sang financier, plus d'1 million de dollars par an, rien qu'en salaire, services publics, taxes foncières, maintenance technique, assurance et contrat de maintenance. Mais l'appétit de Whitney ne s'arrête pas aux frontières du New Jersey. Elle entretient un empire de propriété comme on entretient des caprices. Un appartement de verre à Manhattan, une résidence à Atlanta liée à l'ombre de Bobby, des équipes de sécurité éparpillées, des assistants, des chauffeurs, des employés de tournée qui attendent un signal qui ne vient plus. L'empire personnel est devenu un monstre plus gros que la cage qui le contient, dépassant de loin la capacité de sa propriétaire à le nourrir. Dans l'intimité moite des pièces closes, la cocaïne cesse d'être une ponctuation festive pour devenir une routine de travail. Le corps change, l'humeur se fragilise, la voix perd sa légendaire prévisibilité. Les annulations de concerts se multiplient, frappant l'industrie comme des coups de tonnerre. Chaque show annulé n'est pas seulement un rendez-vous manqué avec l'art, c'est une hémorragie financière béante. Quand on vit sur les sommets de revenus aléatoires, la stabilité n'est qu'une décoration fragile. Une année peut rapporter 20 millions, la suivante, 5. Mais la maison, elle, réclame ses 12 mensualités avec la régularité d'une guillotine. Les dettes s'accumulent sans que Whitney ne veuille regarder l'abîme en face. Les cartes de crédit atteignent leurs limites. Des petits emprunts servent à boucher des trous qui deviennent bientôt des fosses communes financières. C'est la stratégie classique des chutes de haut vol. Utiliser l'argent du futur pour éponger le sang du passé. Cissy Houston, la mère, observe ce naufrage à distance avec un désespoir qui se transforme en fureur. Femme d'église, disciplinée, habituée à la dignité de la rareté, elle comprend ce que sa fille refuse de voir. Le talent ne remplace jamais le contrôle. Au début des années 2000,
Sisi impose l'intervention d'un administrateur financier externe pour auditer les comptes. Un comptable forensique, un homme de chiffres sans attache émotionnelle, un bourreau de papier. Le premier rapport est un arrêt de mort sociale. Whitney vit à des millions de dollars au-dessus de ses moyens réels. La réaction de la star n'est pas le soulagement, c'est une rage incandescente. Elle se sent trahie, fliquée, rabaissée au rang d'enfant qu'on prive d'argent de poche. Elle licencie l'administrateur. Whitney le chasse à nouveau. Ce ballet grotesque dure des mois, jusqu'à ce que Sisi pose un ultimatum sec. Accepter de l'aide ou regarder les murs s'effondrer. Whitney cède, mais sans conviction. L'audit révèle une réalité bien plus sordide que la simple mauvaise gestion. Des cartes de crédit ont été ouvertes au nom de Whitney sans son autorisation. Des dettes ont été contractées par Bobby dans les recoins sombres de la ville. Des paiements récurrents sont versés à des inconnus dont personne ne peut expliquer la fonction. C'est une fuite d'eau dans une coque de navire en pleine tempête. Les premières mesures de sauvetage sont des humiliations quotidiennes pour une femme qui n'a jamais appris à dire non. Les employés sont licenciés par vagues, les jardins sont simplifiés jusqu'à l'indigence, des ailes entières de la demeure sont condamnées, plongées dans le noir pour économiser sur le chauffage. Le chef cuisinier personnel est remercié, on commande désormais des plats rapides là où l'on servait du caviar. Ce ne sont pas des détails, ce sont les symptômes de la fin d'un monde. La demeure commence à rétrécir, non pas physiquement, mais fonctionnellement. Les portes sont verrouillées, les pièces sont obscures, les meubles précieux sont recouverts de draps blancs comme dans un hôpital de campagne. Le palais de l'expansion opère désormais en mode survie. Mais même avec ces coupes sombres, les chiffres restent étranglés. Réduire les dépenses ne résout pas un problème de structure. Cela ne fait qu'offrir une illusion de contrôle temporaire. Whitney refuse toujours de vendre. Vendre, ce serait avouer au monde entier, à ses fans, à ses ennemis, qu'elle a échoué. Pour celle dont l'identité même est d'être la plus grande, l'échec n'est pas une option psychologique. Alors vient la solution de facilité, celle des condamnés, l'hypothèque. Whitney contracte un prêt massif en utilisant Mendham comme garantie. L'argent afflue, les dettes urgentes sont réglées. On reprend son souffle un instant. Mais un nouveau monstre s'est invité à la table, les intérêts. La maison, qui coûtait déjà une fortune, devient un fardeau insupportable. À ce stade, le manoir a cessé d'être un symbole de conquête pour devenir une ancre. Trop lourde pour être portée, trop précieuse pour être abandonnée. Whitney continue de vivre à l'intérieur, entourée de murs de verre qui montrent la forêt, mais ne montrent aucune issue. Avant de découvrir comment le silence de la voix a fini par sceller le destin de ces murs, rejoignez-nous pour ne rien manquer de la suite de cette tragédie moderne. Quand l'hypothèque entre en scène, la logique interne change. Chaque mois, en plus de l'électricité, du gaz, de l'eau, de la maintenance résiduelle et des taxes, un montant fixe et astronomique part vers la banque. Sans émotion, sans retard possible, Whitney tente alors de faire ce qu'elle a toujours fait quand le sol se dérobait, travailler. Elle accepte des projets qu'elle aurait méprisés autrefois, des apparitions dans des émissions, des interviews promotionnelles, des événements publics, mais travailler exige d'être fonctionnel, et Whitney ne leste plus. Sa voix, son actif le plus précieux, son assurance vie, est désormais un instrument désaccordé. Certains jours, elle surprend encore par un éclat de génie. D'autres, elle refuse simplement de répondre. Les producteurs s'en aperçoivent, les maisons de disques s'inquiètent et le téléphone, ce baromètre de la gloire, commence à moins sonner. Le silence s'installe dans les couloirs de marbre et pour la première fois, la demeure semble plus grande que la légende qui l'habite. Seriez-vous capable de rester dans une maison qui vous rappelle chaque seconde que vous n'êtes plus celle que vous étiez? Ou choisiriez-vous de tout brûler pour retrouver votre liberté? En 2003, une proposition surgit des tréfonds de l'industrie. Une offre qui allait changer la nature même de son calvaire. Un reality show intitulé « Being Bobby Brown ». La promesse est d'une simplicité désarmante, de l'argent rapide, massif, brutal. 5 millions de dollars par saison. Pour une femme dont l'équilibre émotionnel vacille autant que ses comptes bancaires, cela ressemble à une bouée de sauvetage. Plus besoin de viser la note parfaite, plus besoin de s'épuiser à livrer un album de platine. Il suffit d'exister,
de se décomposer devant les caméras. Elle accepte le pacte. Ce que les écrans régurgitent n'est pas du glamour, c'est une autopsie en temps réel. On y voit le chaos, les cris, la désorganisation crasse et une dépendance chimique à peine masquée derrière une excentricité de façade. Pour des millions de spectateurs, c'est un divertissement hypnotique. Pour l'icône Whitney, c'est une implosion publique irrémédiable. L'argent entre, certes, offrant quelques mois de répit aux créanciers. La demeure continue de respirer, les factures sont honorées, mais le cancer structurel demeure. Lorsqu'un système de vie en est réduit à vendre son humiliation pour survivre, il est déjà mort. Il ne le sait simplement pas encore. Après le passage dévastateur des caméras, le prestige s'évapore. Les marques de luxe détournent le regard, les invitations se raréfient. Whitney tente alors de monétiser les restes de son propre mythe. Elle loue les murs de Mendham pour des sessions de photos de mode, mais refuse d'apparaître en personne. Elle envoie des représentants, impose des règles dignes d'une dictature en exil, interdiction de filmer les zones dégradées, interdiction de parler au personnel, 2 heures de présence maximum. Chaque séance rapporte des dizaines de milliers de dollars. Assez pour boucher une fissure, pas assez pour empêcher le barrage de céder. Avant de découvrir comment cette forteresse de verre est devenue le théâtre d'une ironie macabre, rejoignez notre cercle pour comprendre la chute des dieux modernes. L'ironie atteint son paroxysme lorsqu'un studio indépendant loue la propriété pour y tourner un film d'horreur. Une cruauté qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer. Des acteurs feignant la terreur dans un lieu qui était déjà devenu un enfer bien réel pour sa propriétaire. Pendant le tournage, Whitney se réfugie à l'hôtel. Elle ne supporte pas de voir des étrangers piétiner ce qu'elle appelle encore son foyer, mais elle a désespérément besoin de leur chèque. En 2007, le divorce avec Bobby Brown vient porter le coup de grâce. C'est une guerre de tranchées, coûteuse, amère, peuplée d'avocats et de règlements de comptes. Bobby repart avec une somme considérable. Whitney repart endettée et vidée de sa substance. La demeure, autrefois scène de son conte de fées, les chambres où les coups sont partis, les salles de bain où les overdoses ont frôlé la faim, les couloirs où sa propre fille l'a trouvée inconsciente. Chaque miroir de la maison semble lui renvoyer l'image d'une femme qu'elle ne reconnaît plus. En 2009, elle tente un ultime retour avec un album qui se vend honnêtement, mais le miracle est rompu. La tournée de 2010 est un désastre sans nom. Les critiques sont des couperets. Des vidéos circulent sur ce que l'on appelle déjà l'Internet, montrant une légende incapable de porter son propre nom. La maison est toujours là, impeccable vue de la route, mais à l'intérieur, elle n'est plus qu'un fardeau de plomb. En 2011, le mécanisme s'arrête net. Whitney cesse de payer l'hypothèque. 14 mois de silence total. La banque, qui n'a pas d'oreille pour la musique, lance la procédure d'exécution. Le symbole de son ascension est officiellement à un pas d'être saisi. Elle tente de vendre, affiche un prix arrogant pour sauver les apparences, mais le marché ne pardonne pas le désespoir. Le prix chute, s'effondre, s'évapore. La vente finale se conclut pour une fraction de ce qu'elle a investi. Entre l'achat, les rénovations somptueuses, les intérêts et l'entretien, la perte est colossale. Whitney quitte Mendham sans cérémonie, sans adieu, sans discours. La femme qui pensait avoir bâti un sanctuaire franchit le seuil pour la dernière fois, sortant par la même porte qu'elle avait franchie des décennies plus tôt, persuadée d'avoir vaincu le destin. Mais la demeure, elle, survit. Elle survivra toujours car les maisons ne ressentent rien, seuls les êtres de chair se brisent contre le marbre. Après son départ, la villa entre dans une phase purement comptable. Le premier acheteur est un promoteur immobilier à l'âme froide. Il ne voit pas la trace d'une diva. Il voit des mètres carrés, un potentiel de lotissement et un profit futur. Son plan est chirurgical, démolir la structure futuriste, fragmenter les hectares en lots médiocres et vendre chaque morceau au plus offrant. Financièrement, c'est logique. Historiquement, c'est une exécution sommaire. La communauté de Mendham s'insurge, lance des procès, retarde l'échéance, tentant désespérément de protéger un témoin silencieux qui refuse de parler. Le verre et le béton de Mendham restent là, immobiles sous le ciel gris du New Jersey. Ils nous rappellent que le succès n'est pas un refuge, mais un prédateur qui attend que vous cessiez de chanter pour commencer à vous dévorer.
La demeure de Whitney Houston n'était pas une maison, c'était un miroir trop grand pour une seule femme, un monument à la gloire qui a fini par devenir son propre tombeau de lumière. Pendant près de 2 années interminables, le manoir de Mendham s'enfonce dans un enfer juridique, une zone grise où le temps semble s'être arrêté. La poussière s'accumule sur le marbre, le silence dévore les couloirs, et la bâtisse attend, résignée, de savoir si elle finira en décombres sous les mâchoires des pelleteuses ou si elle continuera d'exister. Finalement, elle survit. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas par respect pour la mémoire de Whitney, ni par amour pour l'architecture. Elle survit parce qu'un prédateur plus efficace apparaît avant les démolisseurs. Un homme d'affaires issu du secteur de la technologie et du divertissement. Un homme qui ne voit pas une demeure, mais un engrenage. Pour ce nouveau propriétaire, la villa n'est pas un foyer potentiel, c'est une unité de production. Il investit des millions pour une restauration chirurgicale, il arrache les vieux systèmes électriques, modernise la climatisation, renforce les structures vacillantes et remplace chaque pièce obsolète par des versions à haute efficacité. Il conserve le dessin original, les courbes, ces fameuses parois de verre, mais il retire tout ce qui faisait saigner la propriété financièrement. Là où existait autrefois un organisme inefficace et émotionnellement ruineux, il fait naître une machine optimisée. Le manoir rouvre ses portes avec une fonction radicalement différente. Ce n'est plus une résidence. C'est un espace pour événements corporatifs, des retraites pour cadres supérieurs, des productions audiovisuelles et des mariages de luxe. Désormais, chaque jour a son prix de location. Chaque recoin est régi par un contrat. Chaque mètre carré est surveillé par un manuel d'utilisation strict. Le même bâtiment qui a contribué à broyer l'une des plus grandes voies de l'histoire génère aujourd'hui des centaines de milliers de dollars par an. Non parce qu'il est devenu plus beau, mais parce qu'il a cessé d'être un rêve. Il est devenu un business. Les salons où Whitney répétait ses envolées vocales sont devenus des salles de réunion aseptisées. Le studio où elle gravait ses démos les plus intimes sert de salle de conférence pour des entreprises qui brassent des milliards. Les jardins où la petite Bobby Christina courait autrefois sont désormais le décor préfabriqué pour des photos de mariés qui ne sauront jamais qui a foulé cette herbe pieds nus des décennies plus tôt. Quelque part, sur un mur discret de la propriété, une petite plaque mentionne sobrement que Whitney Houston a vécu ici. Rien sur l'addiction, rien sur la violence, rien sur l'effondrement financier. L'histoire officielle est propre, neutre, digeste. La vérité est un poids bien trop lourd pour servir de décoration. Whitney Houston s'éteint le 11 février 2012 dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills. Une noyade accidentelle, des drogues dans le sang, la solitude pour seul témoin. Elle avait 48 ans. 3 ans plus tard, sa fille, Bobby Christina, meurt dans des circonstances d'une similitude terrifiante. Une baignoire, des substances, le silence. 2 générations fauchées par le même scénario, 2 silences définitifs. Pendant ce temps, le manoir de Mendham reste debout, magnifique, fonctionnel, rentable. C'est sans doute le détail le plus perturbateur de toute cette épopée. Le problème n'a jamais été le bâtiment. Le problème était l'illusion. L'illusion que le succès est un synonyme de liberté. L'illusion que l'argent peut remplacer une structure émotionnelle. L'illusion que construire quelque chose d'immense signifie être protégé du monde. Whitney n'a pas construit un refuge, elle a bâti quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et lorsqu'un être humain vit à l'intérieur d'une structure qu'il ne peut plus soutenir, la structure finit toujours par gagner. Le manoir n'a pas tué Whitney, mais il a agi comme un accélérateur de particules. Il a été la scène, le catalyseur et le miroir géant d'une femme arrivée trop tôt au sommet, transformée en produit avant d'avoir appris à être une adulte. Whitney a passé sa vie à chanter l'amour, la foi et la résilience, mais personne ne lui a appris à ériger des limites. Et sans limites, même les rêves les plus étincelants se transforment en pièges mortels. Le manoir de Mendham existe encore, avec ses courbes parfaites et son verre poli. La femme qu'il a achetée pour conquérir le futur, elle, a disparu. Tout dans ce récit pointait vers le même point de rupture, même quand la trajectoire semblait ascendante. Cette architecture sans coin, ces couloirs circulaires où l'on ne peut jamais se cacher, ne sont pas qu'un choix esthétique. Ils étaient, sans que Whitney ne le réalise, le portrait anticipé de sa propre existence. Une vie magnifique, impressionnante,
moderne, mais désespérément fermée sur elle-même, où chaque note chantée ne servait qu'à alimenter l'appétit d'une machine qui ne dort jamais. Whitney Houston est parvenue au sommet trop tôt, à un âge où les os n'ont pas encore fini de durcir et où l'âme cherche encore ses points d'ancrage. Elle a débarqué dans la stratosphère avec une voix qui semblait défier les lois de la biologie, un talent qui transformait chaque note en un événement sismique, un succès d'une telle magnitude qu'il n'en survient qu'un par génération. Elle est arrivée là-haut sans avoir eu le temps de bâtir l'essentiel. Une identité qui respire hors de la lumière des projecteurs, une existence qui ne soit pas corrélée aux chiffres de vente ou à l'approbation d'une foule insatiable. Lorsqu'elle a signé l'acte de vente de ce manoir, elle n'achetait pas des mètres carrés de prestige ou une prouesse architecturale. Elle achetait l'illusion qu'elle serait enfin en sécurité, un périmètre où elle pourrait éteindre le vacarme du monde, marcher pieds nus sur du marbre chauffé et n'être que Whitney, loin de la créature médiatique qu'elle était devenue. Mais on n'achète pas la paix intérieure avec des systèmes de surveillance laser et des grilles de fer forgé. À l'intérieur de ces murs, elle est restée un produit de consommation courante, un investissement qu'il fallait protéger pour qu'il continue de rapporter. La maison n'a jamais été un sanctuaire. Elle était l'enclos d'une source de revenus pour une chaîne infinie de parasites. Les maisons de disques, les managers, le personnel de maison, les membres de la famille, tous dépendaient de son bon fonctionnement. La demeure ne l'a pas libérée de cette pression titanesque, elle l'a simplement enfermée avec elle. Car l'isolement ne guérit pas les blessures, il les infecte. Il amplifie les terreurs nocturnes que l'on n'a jamais osé affronter et transforme les insécurités anciennes en monstres de béton. Le luxe offrait l'espace, mais il n'offrait aucune direction. Il imposait un silence extérieur qui rendait le tumulte interne insupportable. Ce qui a détruit Whitney Houston n'est pas le fruit d'une erreur unique ou d'une rencontre funeste. Ce fut une sédimentation de renoncements, des petites décisions prises pour supporter le poids du lendemain, des fuites mineures qui semblaient inoffensives, des concessions qui, mises bout à bout, sont devenues un fardeau qu'aucune épaule humaine ne peut porter. Le manoir a donné une forme physique à ce naufrage. Ces couloirs trop longs sont devenus les artères d'une solitude croissante. Ces portes closes dissimulaient des rituels de destruction et ces chambres vides témoignaient de relations qui se délitaient dans l'ombre. Tout était propre, tout était cher, tout était glacial. La véritable question n'a jamais été de savoir combien ce manoir avait coûté à l'achat. La question était de savoir combien coûtait le maintien de l'illusion de protection. Le prix fut exorbitant. Une voix qui a fini par trahir sa propriétaire, une image publique dévorée par l'acide du voyeurisme, des liens familiaux rompus et, finalement, la vie elle-même. La partie la plus révoltante de cette histoire réside dans l'après. Une fois Whitney disparue, tout est devenu plus simple pour la demeure de Mendham. Libérée des conflits, des crises de nerfs et de la détresse humaine, elle a enfin pu remplir la fonction pour laquelle elle était vraiment faite. Être un actif financier pur. Whitney a passé sa vie à être extraordinaire pour les autres, sans jamais avoir le luxe d'être simplement humaine pour elle-même. Cette structure futuriste n'était pas un vaisseau de sauvetage, c'était un miroir sans teint. Arriver au sommet n'est pas une fin en soi, c'est le moment où la facture commence à tomber. Whitney Houston s'est éteinte un soir de février, mais le manoir, lui, continue de briller sous le soleil du New Jersey. Immobile, rentable, magnifique. Il reste là comme un avertissement silencieux pour tous ceux qui confondent le succès avec la liberté. Il nous rappelle que l'on peut construire le plus beau des paradis. Si l'on oublie de construire l'être qui doit l'habiter, on ne bâtit rien d'autre qu'une prison qui a appris à se déguiser.